Donc, bonjour, je me présente Stéphane Enten, je suis directeur technique de Iguane Solutions. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on voit nous auprès de nos clients et pourquoi et comment on les aide à migrer sur des solutions basées sur OpenIO. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu nous ce qu'on fait dans le domaine justement pour migrer les données, qui on est, comment on peut aider justement les différents use cases qu'on a vus et je pense qu'on vous a parlé de certains là ce matin, je ne reviendrai pas sur le détail. Alors, qui on est? Iguane Solutions, vous ne connaissez peut-être pas. On est ce qu'on appelle un MSP, un Managed Service Provider. On construit et on gère des infrastructures pour nos clients. Nous, on n'est pas tout récent, on existe depuis 2000, on a eu plusieurs vies. Et on a toujours géré en fait des infrastructures assez conséquentes avec des problématiques de scalabilité, avec des problématiques d'efficacité et de croissance évidemment. On a eu ce côté en fait assez tôt de toujours mélanger les différents composants qui composent ce métier. On couvre tout le scope, on fait de l'hébergement dans des data centers, on fait de la gestion de cloud public, on rajoute par-dessus de l'infogérance quand le client en a besoin, et on édite aussi nos propres solutions logicielles, donc de l'infrastructure as a service, de la virtualisation, de l'encodage notamment. On a quelques use cases et des clients qui sont là, je les salue. On a une spécificité, on ne fait pas d'hébergement de masse, donc très différent par exemple d'un Scaleway qui nous héberge ici aujourd'hui, merci. Nous en fait on construit des architectures qui sont vraiment custom pour nos clients. En gros, on va essayer de trouver à chaque fois quelles sont les limitations, qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Et pour ça, on utilise en fait tout le portefeuille de solutions techniques auxquelles on a accès. On opère notre réseau, on est dans des data centers un peu partout dans le monde, on le complète avec des clouds publics quand ça a du sens, et donc on a aussi nos services à nous qu'on utilise. Dans tous les cas, généralement, les clients avec qui on travaille, ils ont une problématique qui fait qu'ils ne rentraient plus justement dans les services très massifiés ou très grand public. Et donc, il y a toujours, une problématique bien précise à creuser. Je ne reviendrai pas trop sur toute la définition sur l'object storage. Je voulais juste revenir sur un truc. L'object storage, c'est pas neuf, on est d'accord, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Pour nous, c'est assez clair. En fait, maintenant, ce qu'on entend par object storage, il n'y a pas photo, c'est de la compatibilité S3. Il y a beaucoup d'autres façons de stocker sous forme d'objets. Concrètement, ce que les gens attendent, c'est de la compatibilité S3, c'est avoir une interface très simple, notamment HTTP, pour uploader et récupérer un fichier ou un élément. Surtout, c'est devenu en fait un élément clé dans les architectures cloud native, comme on dit. Nous, on les utilise en fait beaucoup. Ça permet de découpler, ça permet de ne pas avoir de système partagé quelque part qui a un gros SPOF, donc un single point of failure. Et donc, on a beaucoup d'usages justement pour bouger des données sur de l'object storage. On a évalué plein de solutions. Nous, ce qu'on aime bien sur OpenIO, on va en parler un petit peu, c'est que c'est ce côté standard pour notre environnement à nous. OpenIO, c'est vraiment un logiciel qu'on installe sur nos machines. Il n'y a rien de très particulier. C'est sur des Linux qui sont chez nous. Ils fournissent des packages pour les distributions, en l'occurrence des Debian compatibles. Ils fournissent même donc des recettes Puppet, ce qui chez nous est très pratique, parce que Puppet est très utilisé pour le déploiement des serveurs et des configurations. Et surtout, comme disait la personne de chez Dailymotion, c'est pas une appliance, ce sont juste des serveurs qu'on a installés, c'est nos machines, elles ont toutes les facilités et les outils qu'on a d'habitude, tout le monitoring système, toute la gestion des logs, toute la gestion des accès aussi, c'est important. Tout ça peut être intégré en fait dans votre outil de management existant. Pour nous, c'est très important. On gère des architectures qui sont parfois très custom et dédiées aux clients. À chaque fois qu'on doit intégrer une nouvelle technologie, nous, il y a un coût d'intégration qui n'est pas neutre. Il faut apprendre une nouvelle API, il faut coder des scripts de monitoring à chaque fois.
Il faut découvrir même des fois la nomenclature ou le vocable de certains fournisseurs qui peuvent être assez tordus. Là, c'est pas le cas du tout. On a de base déjà beaucoup de choses qui sont monitorées par notre toolset et on peut juste coder des métriques à récupérer en plus qui sont évidemment spécifiques au fait que c'est un serveur de stockage et qu'il y a OpenIO qui tourne dessus. Mais du coup, pour nous, c'est pas très différent d'un serveur de base de données ou je sais pas, d'un serveur applicatif. Ce qu'on aime bien aussi, c'est la facilité, la souplesse qu'il y a dans la gestion des politiques de stockage. Dans OpenIO, c'est un fichier de configuration, vous réglez en gros en une ligne si vous voulez de la réplication, si vous voulez de l'erasure coding, quel algorithme vous voulez pour l'erasure coding. Ça, c'est assez rare, il n'y a pas beaucoup de solutions qui permettent de le configurer. C'est-à-dire que vous pouvez adapter par exemple le nombre de parités que vous avez en fonction de la taille de votre cluster. Quand vous grossissez, par exemple, vous pouvez choisir de réduire un petit peu ou de changer le ratio. Et le tout, en fait, avec juste des disques qui sont accédés directement par le soft. Il n'y a pas de notion compliquée de comment les disques sont associés sur tel ou tel contrôleur ou des disques groupes et des niveaux de RAID un peu bizarres. Voilà. Si vous avez travaillé avec d'autres appliances, vous savez que ça peut être un cauchemar de réussir ne serait-ce qu'à évaluer la place utile pour vos clients ou vos utilisateurs. Là, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, on aime bien. Il y a aussi une grande souplesse dans le design. Donc quand nous, on a des use cases donc, de clients qui migrent d'AWS, donc S3, vers des infras chez nous, très souvent, c'est pour une raison... Alors, il y en a une qui est évidente, en général, c'est le coût. On a parlé un petit peu, mais souvent c'est des besoins précis, c'est-à-dire qu'ils ont commencé sur S3, c'était très facile, on peut uploader des fichiers, il n'y a absolument pas de barrière, donc on commence tous comme ça. Et puis à un moment, ils se rendent compte qu'en fait leur courbe de croissance, parce qu'ils rajoutent beaucoup de données, par exemple tous les mois, fait que leur courbe de coût augmente de façon monumentale. Ou alors ils ont besoin régulièrement de récupérer une grosse partie de ces données pour les traiter. Et donc du coup ils sortent un petit peu du côté je stocke le fichier et je l'oublie, qui est très pratique sur S3 ou Glacier. Et là du coup ils prennent un autre problème qui est les performances. C'est très dur d'aller chercher des dizaines de gigabits par seconde sur S3. Il faut paralyser beaucoup et se creuser la tête. Et évidemment c'est payant. On paye le trafic, on paye les requêtes. Donc il y a certains use cases comme ça où en fait il faut bien comprendre quel est l'usage que va en faire du client. Et nous, en fait, on peut adapter l'architecture qui est mise en place. On va adapter les types de machines, on va changer les répartitions et les types de disques, on va jouer avec où est stocké chaque namespace, justement. Est-ce qu'il est que sur des nœuds qui ont des disques lents? Est-ce qu'on lui met les dernières technologies en flash et en NVMe? On peut jouer aussi sur le réseau. Un client qui a pas mal de volumétrie, mais qui veut seulement y accéder de temps en temps, on peut faire des concessions sur le réseau et ça réduit un petit peu le coût. Ça permet vraiment d'adapter la solution aux vrais besoins du client. Les gens qui viennent d'S3, en gros, ils disent c'est génial, mais du coup, je paye pour plein d'usages dont j'ai pas besoin. Dans les points d'architecture, nous, on rajoute évidemment des choses autour de juste le démon OpenIO. Ça, c'est l'architecture de référence d'OpenIO, elle est très bien. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas imposée. Contrairement à d'autres éditeurs, ils ne vous disent pas il faut absolument faire comme ça, sinon nous, on ne supporte rien du tout. Donc là encore, il y a moyen d'un peu de souplesse. Un client qui a envie d'avoir un déploiement très custom sur 2 salles informatiques, 2 data centers, sur des régions séparées, ça ne va pas être forcément quelque chose qui va casser justement la performance ou le support. Nous, on aime bien donc évidemment tout mettre en haute dispo. On est fournisseur de services, on a des CLA dessus généralement. Donc on déploie rien qui n'est pas redondé et qui n'est pas un minimum load balancé. Donc pour ça, on aime bien HAProxy notamment. C'est très souple, c'est très léger, ça prend rien du tout comme ressource. C'est très facile à redonder. Vous mettez 2 petites machines dans un coin qui peut faire ça. Sur des déploiements un petit peu anciens, on fait de l'IP qui se promène avec des outils sous Linux. Aujourd'hui, quand le réseau est instrumenté, on fait plutôt du BGP. En gros, c'est vos load balancers qui vont parler au réseau et ça vous permet en fait, d'avoir de la résilience déjà et surtout de l'actif-actif très facilement. Vous pouvez avoir toutes les requêtes qui arrivent sur toutes les machines. Ça évite d'avoir de l'infrastructure qui ne sert pas. Voilà, nous on a fait des déploiements aussi très denses, par exemple pour des clients qui démarrent.
Ce qui est bien avec OpenIO, c'est qu'on peut mettre sur les mêmes nœuds et la partie stockage et la partie service ou compute, entre guillemets. Pour un client, par exemple, qui reprend des serveurs pour monter un cluster de stockage, ça évite d'avoir plein de CPU et de RAM qui ne servent pas. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Pareil, ce n'est pas le cas sur tous les éditeurs. La plupart imposent des choses à ces niveaux-là. Donc nous, après, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pas mal sur l'aide à la migration. C'est-à-dire, on sait que c'est pas facile, il y a pas mal de contraintes et de coûts qui sont impliqués. Et donc, parfois, on va construire des scénarios un petit peu compliqués pour comprendre, en fait, justement, comment le client peut migrer ses données. Comme je disais, quand la volumétrie augmente sur un cloud public type S3, le coût pour le récupérer, il augmente avec. Le temps aussi évidemment, et donc il faut chercher en gros ce qui est adapté en fonction de chaque type de stockage. Donc soit le client a besoin de tout migrer d'un coup, ça va être long et ça va coûter cher. Là encore, Amazon fournit quelques solutions qui peuvent aider. Il y a les fameuses Snowball, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont des sortes de valises pleines de disques. Ils vous les envoient, vous les branchez sur votre réseau pour récupérer les données. On a fait des modélisations, parfois c'est intéressant, ça peut permettre de gagner du temps ou de réduire un peu le coût de la migration. Parfois c'est plus simple en fait de faire une migration progressive. Vous laissez vos données où elles sont, vous commencez à les servir par exemple d'ailleurs et vous les effacez au fur et à mesure. Ça va dépendre un petit peu du type de trafic que vous avez. Par exemple, si c'est un site web tout simple avec juste des assets, vous avez les images, vous avez les composants du site web. Là, il y a pas mal de solutions qui peuvent être pratiques. Souvent, vous avez un CDN devant. Et donc là, nous, on va instrumenter le CDN pour qu'en fonction du fichier ou de l'objet qui est requêté, il soit demandé sur tel ou tel service. Alors, je précise quand même, tous les CDN ne supportent pas ça, malheureusement. Donc, des fois, c'est pas possible. Il faut le reproduire, par exemple, avec un autre service. Mais ça, c'est la façon la plus simple. C'est-à-dire, en gros, voilà, vous avez vos URL qui restent à peu près les mêmes pour les utilisateurs. Il faut juste choisir un schéma de nommage qui vous permet de découper. Vous avez un slash quelque chose qui va pointer vers votre S3 et un slash autre chose vers votre nouvelle origine. Ça marche très bien. Si vous n'avez pas de CDN ou si vous ne pouvez pas jouer là-dessus, parfois c'est directement toujours dans le cadre d'un site web, votre applicatif, donc votre site web qui peut en fait orienter directement les navigateurs vers telle ou telle autre solution. Ça c'est assez simple. Par contre, il faut évidemment avoir soit un CMS, soit un développement un peu évolué pour avoir un vrai inventaire de tous ces assets. Quand on en est au stade, ils sont dans un répertoire dans un coin, ça ne suffit pas malheureusement. Après, il y a pas mal de services qui peuvent vous aider là-dessus. Il y a des services tiers et des SaaS qui peuvent le faire au niveau DNS ou au niveau HTTP, qui sont très pratiques et où, pareil, en gros, vous taguez un peu vos composants et ça va les servir depuis le bon endroit. On a vu aussi donc des use cases plus compliqués où, par exemple, vous n'avez pas forcément la main sur l'applicatif, vous voulez bouger le stockage. Et là, du coup, il faut monter des choses un peu plus complexes. Par exemple, un reverse proxy sur la nouvelle destination qui sait aller chercher les données qu'il n'a pas. Donc il va regarder en local, s'il ne l'a pas, il va aller le chercher. Éventuellement, il va l'écrire. Ça permet de remplir justement le nouveau déploiement. Ça se fait très bien avec plein de choses. Un petit développement maison, un script Lua dans un Nginx. Voilà, c'est assez facile d'implémenter ce genre de choses. Le seul inconvénient, c'est que ça va créer des latences évidemment pour les requêtes. Quand vous n'avez pas les données, il faut aller les chercher ailleurs. Donc c'est pas adapté à tous les use cases, mais voilà, dans les faits, vous avez juste reconstruit un tout petit CDN chez vous, c'est exactement la même chose. Donc ça, voilà, ça c'est pour les usages très web. Quand c'est pour du traitement de données, en général, ça sert à rien d'essayer de récupérer juste un objet ou un fichier. Il vous faut tout le dataset que vous avez besoin de traiter. Et là, malheureusement, vous êtes obligé de travailler par environnement. Vous allez avoir une application, par exemple, qui a besoin de tout un dataset parce qu'elle doit le cruncher régulièrement ou qu'elle doit l'ingérer. Là, il va falloir déplacer ces données-là. Et l'avantage, c'est que vous pouvez les effacer de l'autre côté très facilement. Dès que c'est bougé, vous n'avez plus besoin de le laisser. Vous pouvez aussi considérer que du coup S3 devient votre backup. Donc vous changez votre policy, vous dites voilà, toutes les données pas accédées, on les déplace sur un glacier et donc vous réduisez aussi le coût et vous avez une deuxième copie de vos données. C'est un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais je voulais en parler avant. Avec OpenIO, ce qu'on aime bien justement, c'est la facilité de backup. C'est très simple sur la solution, c'est une requête qui peut vous sortir une archive.
C'est assez important, on oublie souvent de penser à ces contraintes-là avant qu'on ait des problèmes de restauration. Et donc voilà, ce use case que je montrais avant peut aussi être une façon de dire je garde mon ancien storage sur S3 pour avoir une copie de sauvegarde. Voilà, je sais que je suis entre vous et le déjeuner, donc je ne vais pas faire trop long. Est-ce que quelqu'un a des questions ?